Salut camarades! Comme promis la dernière fois, à la fin de la vidéo sur Plancarpin, on va parler d'un troisième et dernier récit médiéval d'un long voyage à la cour du grand khan mongol. Oui, je sais, encore. Cette fois-ci, ce sera celui de Guillaume de Rubruck, un moine franciscain également, envoyé par Saint-Louis pour une mission de conversion, une ambassade, de l'espionnage, et bien un peu de tout ça, mais rien de très clair. Mystérieux préambule, hein? Ou intro raté, j'hésite. Bref, laissez-moi vous parler de ce texte que certains considèrent comme largement plus intéressant et largement plus captivant que ceux de Polo ou Plancarpin, et pour m'être tapé les trois, je ne peux qu'être d'accord. Ce bouquin est sans doute l'un des plus grands textes médiévaux qui soit, et il est plus que regrettable que Polo et d'autres l'aient occulté. On a donc vu, suite à l'apparition sur la scène internationale de l'Empire mongol dans les années 1230-1240, une volonté d'apprendre à connaître l'autre, et ce, dans les deux sens, en excluant volontairement l'islam pour l'instant, ce qui devrait ravir certains de mes détracteurs qui me reprochent de trop m'y intéresser. En gros donc, côté occidental, pour comprendre qui sont ces démons bridés, savoir s'ils sont chrétiens ou s'ils sont prêts à le devenir, ce qui serait rudement pratique pour lutter contre l'islam, et côté mongol, tout simplement pour apprendre à connaître cet Occident lointain, et voir s'il est prêt à se soumettre logiquement au pouvoir du grand khan, comme doivent le faire tous les peuples. Car oui, malgré leur tolérance, l'objectif c'est pas tellement l'ethnologie, c'est plutôt la domination absolue du monde. On va tous les niquer. Ça conduit donc à une flopée d'ambassades pas toujours réussies, notamment parce qu'à l'époque, l'ambassade est souvent un concours de grosses bites, ce qui ne favorise pas le dialogue, et se termine donc soit en queue de poisson, comme quand par exemple le moine Asselin de Crémone, envoyé par le pape Innocent IV comme on l'a évoqué, refuse de s'agenouiller devant les Mongols, qui du coup menacent de le faire écorcher vif pour le renvoyer à son pape bourré de paille, soit se termine en échange de lettres officielles pompeuses et redondantes oscillant entre politesse et demande de soumission, à l'obédience papale d'un côté, au pouvoir du grand khan de l'autre. Mais parfois, si les ambassades foirent, c'est aussi à cause du choix des ambassadeurs qui sont soit des aventuriers flairant le pognon, soit promettant n'importe quoi, ou encore mentant pour leur propre intérêt. Eh bien c'est typiquement comme ça que commence notre aventure, mais pas exactement comme ça qu'elle se termine. Rappelez-vous, parmi les envoyés du pape Innocent IV aux Mongols en 1245, il y avait entre autres Plancarpin, qui a réussi sa mission en espionnant et décrivant les Mongols, Asselin de Crémone, un chouïa trop têtu donc pour diriger une ambassade, et dont le voyage a été raconté par Simon de Saint-Quentin, un moine qui voyageait avec lui, et enfin André de Longjumeau, déjà connu à l'époque pour avoir récupéré en 1238 la sainte couronne d'épines à Constantinople, alors latine, pour le comte de Saint-Louis. Eh bien c'est lui qui nous intéresse. Enfin c'est Rubruck qui nous intéresse évidemment, mais ça commence d'abord par André. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Et bah Dédé, il est parti avec les lettres du pape, traversant la Syrie, rencontrant des chrétiens nestoriens, notamment sans doute les secrétaires et interprètes Marcus et David de Mossoul, dont on reparlera, et enfin il s'est arrêté à Tabriz, en Perse, où il a refourgué les lettres du pape au général mongol Baïdjou, ou à un de ses subalternes, peu importe. Mission accomplie, mais enfin sans grand succès, du moins par rapport à Plancarpin, mais de toute façon on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, on le retrouve à Nicosie, à Chypre, en décembre 1248, aux côtés du roi Louis IX, fraîchement parti pour sa 7ème croisade, lorsqu'arrivent deux émissaires nestoriens des Mongols, les fameux Marcus et David évidemment, qui apportent au roi des lettres du chef mongol Algigidai, alors au Proche-Orient. On traduit les paplards, on discute avec les représentants et, oh surprise, ils sont vachement plus sympas et vachement plus intéressés par les Francs que les habituelles demandes de soumission. Alors, soit les Mongols sont en bonne disposition, soit leurs représentants manigancent quelque chose. Ah, vous pouvez pas savoir ce que c'est que de tomber interprète avec un engin pareil. Voilà, toute la journée. Il pue, il pète, il lâche des ruines. En tout cas, ni une ni deux, l'impétueux Saint-Louis décide d'envoyer André de Longjumeau, désormais spécialiste du Moyen-Orient, polyglotte et sans doute interprète lors des échanges avec les Nestoriens, en ambassade auprès d'Algigidai d'abord, et de Gouyouk ensuite. Et puis côté cadeau, il lésine pas, une tente chapelle, des morceaux de la vraie croix, la totale. Le bordel se met donc en branle le 27 janvier 1249, persuadé d'obtenir enfin une grande alliance avec les Mongols bientôt convertis. Comment ne pas le croire après de tels échanges? Sauf qu'il y a deux hicks. Déjà, il est en effet plus que probable que Marcus et David aient légèrement modifié les propos de leur maître, voire carrément ses lettres, histoire de prêcher pour leur chapelle. Bah ouais, pour eux, la réussite d'une alliance franco-mongole et la conversion au christianisme des Khans, qui à ce moment-là cherchent une religion d'État et hésitent entre islam, bouddhisme et christianisme, ce serait tout bénef. Alors du coup, oui, c'est de l'escroquerie, mais à l'époque c'était plutôt courant chez les chrétiens d'Orient, que ce soit en fonction des porteurs des messages ou bien des traducteurs des lettres.
Oui, parce que par exemple, entre le moment où le pape écrit une lettre et où elle est lue par le grand Khan, eh ben elle est traduite moult fois. Par exemple, en grec, puis ensuite en turc, en persan, en ouïghour, en mongol, en passant par l'arabe, etc. Et du coup, il est plus que probable que le texte originel subisse quelques légères modifications en fonction des envies des traducteurs. Eh oui, c'est le téléphone arabe, hein. Bref, ils arrivent du coup chez Al-Jigidai en mai 1249, sauf que du coup, lui, il en a rien à cirer du christianisme, et du coup, ne sachant pas quoi en foutre, il les envoie chez Gouyouk. Sauf que vous savez que le vrai problème, si vous avez révisé, c'est que Gouyouk est mort en mars-avril 1248, et que c'est sa veuve Arul Kaimish qui tient les rênes pendant le conflit de succession qui, vous le savez, chez les Mongols, ne sont pas particulièrement jobards. Elle a donc d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à un moinillon, porteur d'une lettre d'un roi bigot, d'un bout de bois pseudo-sacré et d'une tente. D'autant plus que chez les Mongols, ce qui a attrait à un mort porte malheur, donc on évite d'y toucher. Puis côté tente, a priori ça va, ils ont du stock quand même. Donc autant vous dire qu'elle expédie tout ça vite fait. Un long jumeau arrive, refile ses cadeaux, en récupère d'autres, refourgue la lettre, et en récupère une, tout ce qu'il y a de plus habituel, avec l'exigence de soumission et tout le tintouin. Dédé revient donc tout penaud auprès de Loulou, qui en est fort mari. Il se voyait ciment de l'alliance franco-mongole terrassant l'islam, et il se retrouve à devoir baisser son froc devant le caïd du quartier. L'ambassade est donc intolée, et Saint-Louis ne veut plus jamais en entendre parler, tout ça à cause de deux marioles qui ont voulu forcer le destin. Mais Louis IX n'abandonne pas pour autant, il lui vient une idée, envoyer un autre moine chez les Mongols pour prêcher tout en se renseignant et en amorçant un dialogue, mais cette fois-ci sans toute la pompe redondante, pesante et limitante d'une ambassade. Ça c'est une bonne idée. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Ce moine, c'est notre franciscain Guillaume de Rubruck. On sait peu de choses de lui, on le sait né à Rubruck, du coup, c'est assez logique, et non à Ruysbruck, comme on l'a souvent dit, vers 1215, déduction faite de l'âge qu'il devait avoir quand on l'envoie chez les Mongols. Parce que si on lui confie la mission, c'est qu'a priori, même pour un franciscain dont on évoquait déjà les qualités la dernière fois, ça devait pas être un bleubit, il devait donc avoir de l'expérience et du savoir. Et en effet, son texte laisse transparaître de nombreuses qualités, dont une très grande connaissance des Saintes Écritures. Mais enfin, les connaissances, ça ne fait pas tout, surtout quand il s'agit de partir à l'autre bout du monde, chez des bridés. Il doit donc aussi être choisi pour son esprit brillant, son éloquence prodigieuse, son insatiable curiosité, son merveilleux sens de l'observation, sa bonhomie naturelle, et apparemment une carrure de zinzin. En effet, il a un physique très impressionnant, voix de stentor, immense, robuste, dur à la peine et à la douleur, et sans doute un peu grassouillé sur les bords, puisque les Mongols lui filent toujours le canasson le plus solide. C'est pas moi qui le juge, c'est lui qui le dit. Bref, on comprend que ce soit lui qui soit choisi pour une mission aussi compliquée et aussi difficile. Il en jette et il a de la bouteille. D'ailleurs, à propos de bouteille, il a l'air assez porté sur la picole, parce qu'il parle tout le temps d'épicrate français en comparaison des boissons qu'on lui propose. Donc bon, je le soupçonne d'être légèrement alcoolique. Mais du coup, un moine grand, gros, résistant, robuste, jovial, curieux, facétieux, porté sur la picole, c'est carrément Frère Tuck en fait. Hâtez-vous un peu, le moment est venu d'aller vider quelques chopines. Présent à Chypre dans le provincial de son ordre quand arrive le roi en 1248, il entre vite dans son entourage, puis l'accompagne ensuite dans sa croisade, participant à ses déboires en Égypte puis à son arrivée en Terre Sainte. Devenu proche du roi à travers toutes ses épreuves, il est sans doute à ses côtés quand arrive André et le résultat de sa piteuse ambassade en 1251. On peut d'ailleurs supposer que Guillaume a glané des infos sur les Mongols auprès d'André, et notamment sur les captifs chrétiens de ceux-ci. Guillaume, ému par leur sort, bon chrétien, aimerait leur venir en aide en leur apportant la réconfortante parole du Christ. Et ça ne lui fait pas peur, car comme le disent les spécialistes Claire et René Kapler, Guillaume il est fait pour les grands espaces, pas pour gratter du papier dans un couvent. Et ça arrange bien Louis d'ailleurs. C'est ainsi qu'ils décident tous les deux de faire d'une pierre deux coups, et voilà, Guillaume de Rubruck, accompagné d'un autre moine, Barthélemy de Crémone, partis à leur tour. Qui plus est, des rumeurs sur la conversion au nestorianisme de Sartak, fils de Batou, Khan mongol de la Horde d'Or, circulent alors. En plus du soutien aux captifs chrétiens, ça fait un super prétexte. Il se met donc en route, muni de lettres du roi, s'enquérant de la conversion de Sartak et recommandant les deux moines, en espérant que ça serve de laisser passer, et commence son périple par Constantinople, alors latine. Son empereur Baudouin II en profite d'ailleurs pour lui refourguer d'autres lettres pour les Mongols, et avec tout ça, il se fait aussi quelques emplettes, comme par exemple des cadeaux pour ses futurs hôtes qui, comme vous le savez, en raffolent. Il se trouve aussi un interprète, et met les voiles pour la Crimée le 7 mai 1253. Mais avant ça, il s'offre un dernier petit kiff. Faire un prêche, le dimanche des Rameaux 13 avril 1253, dans la plus grande église de la chrétienté. Sainte-Sophie. Ça claque, hein? Bon, ça claque un petit peu moins quand on se rappelle que la cathédrale et le reste de la ville sont complètement en ruine grâce aux croisés, mais bon.
frappez et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe à votre cœur. Connaîtrez-vous à la porte? En Crimée, soumise aux Mongols, il se procure des chariots, du matos, etc. et se met en route pour le premier camp mongol du coin, celui de Skatatai, un officier de Batou, où il arrive en juin 1253. Mais transparaît déjà un souci récurrent de Rubruck, il sait mal s'entourer. Typiquement, il a croisé à Constantinople des marchands qui maintenant le devancent et avancent partout qu'il est un ambassadeur du roi de France, ce qui n'est pas censé se savoir du tout. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance, puisque les Mongols vont tout le temps partir du principe, malgré ses protestations, qu'il est un ambassadeur, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il serait venu se faire chier si loin s'il ne l'avait pas été. Ce qui est assez logique, finalement. Bref, en attendant de les emmener voir Sartaq, Skatatai et ses soudards les accueillent. À la mongole, c'est-à-dire qu'ils leur refilent quasiment que dalle à bouffer, ils essayent de leur soutirer tout ce qu'ils ont, et ils chient juste à côté de leur chariot. Bon, Guillaume essaye quand même d'aborder un petit peu la foi chrétienne, mais ça non plus, ça n'est pas facilité. Je vous disais qu'il ne savait pas s'entourer, et bien typiquement, son interprète, Homodei, est une vraie tanche, y mettant de la mauvaise volonté tout le temps, refusant parfois de traduire, quand il ne se bourre pas carrément la gueule pendant les rencontres officielles, mais en plus de ça, il ne peut parfois juste pas traduire, parce qu'il manque de vocabulaire, notamment religieux. Donc là, bon, c'est pas bien grave parce qu'on est sur du pécor ou de l'officier subalterne, mais quand on sera sur du gros khan, genre Sartaq, Batou ou carrément Manqueux, ce sera nettement plus chiant pour tailler la bavette. Interprète! 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 Warrior! Malgré tout au long de ce voyage, Guillaume nous offre ses extraordinaires talents d'observateur et de conteur. Là où Plancarpin parle rapidement des yourtes, Guillaume nous les décrit dans le moindre détail, tout comme le moindre aspect de la vie quotidienne des Mongols, de la coiffure des femmes jusqu'au rite funéraire. Là où Polo parle rapidement des régions traversées, Guillaume les étudie scrupuleusement, décrivant avec une telle précision la géographie qui l'entoure que son texte est une véritable mine d'or pour l'époque, servant par exemple à Roger Bacon pour son opus major. Il revient carrément sur les assertions pourtant solidement ancrées d'anciens géographes indétrônables comme Isidore de Séville ou Solinus. Typiquement, si vous voulez un exemple concret, il est le premier occidental, ou du moins l'un des premiers, à expliquer que non, la mer Caspienne n'est pas une mer ouverte, c'est une mer fermée. Et ça encore, ce ne sont que quelques échantillons de son talent. Arrivé chez Sartaq, il débarque comme à son habitude en chantant des psaumes de sa voix de stentor, et refourgue les lettres du roi présentant respect et recommandant les deux moines pour qu'ils restent dans la région. Le temps qu'on les traduise, il discute avec Sartaq, qui à défaut de se prononcer ouvertement chrétien, lui prête une oreille attentive, regardant le crucifix qu'il a apporté, les livres religieux qu'il a apportés et les tenues sacerdotales que Guillaume a mises pour l'occasion. Et qu'il va d'ailleurs totalement se faire tirer par l'intégralité de l'entourage du Khan juste après, parce que les Mongols aiment le racket. Mais le vrai problème, c'est qu'une fois que les lettres sont traduites, Sartaq est bien emmerdé. C'est pas vraiment lui le patron dans la région, donc prendre la responsabilité de laisser deux moines occidentaux au but pas très clair crapahuter sur les terres mongoles, ça pourrait lui valoir des taloches. Donc pour pas faire de conneries, il les envoie à son père Batou pour qu'il décide quoi faire. C'est parti pour un tour. Et c'est que le début. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein. Je commence à me méfier. En chemin, il ne cesse de nous étonner. Aux talents déjà cités, Guillaume ajoute ceux d'historien quand il évoque l'histoire des régions traversées, d'ethnologue quand il parle des peuples qui y vivent faisant intelligemment certains rapprochements entre eux, de zoologue quand il évoque des espèces jamais vues en Europe, de théologien, ce qui n'a pas grand chose de surprenant pour un moine, mais l'est beaucoup plus quand on le voit décrire pour la première fois en Occident le principe de réincarnation cher au lamaïsme, les principes du bouddhisme, ou encore avec beaucoup de précision les rites chamaniques, ou encore même de philologue, quand par exemple il évoque les différentes langues qu'il a entendues, faisant des rapprochements entre elles, ou encore parlant des systèmes d'écriture qu'il a croisés, comme par exemple la calligraphie chinoise, qu'il est le premier à décrire en Europe. C'est une vraie perle, je vous dis. Arrivé chez Batou début août, Guillaume, toujours partagé entre sa colère envers les Mongols orgueilleux et violents, et sa curiosité émerveillée devant ce peuple surprenant qu'il prend plaisir à découvrir, est stupéfait en découvrant l'immensité de sa horde et l'ordre parfait qui y règne. Avec son sens de la narration que les époux Kapler comparent à Dumas, il nous raconte son entrevue avec Batou, qui après un long silence leur demande qui ils sont, qui ils représentent, etc. Guillaume répond tant bien que mal et tente d'en placer une sur sa foi en expliquant les bienfaits du baptême. Ce qui fait doucement sourire Batou et exploser de rire la salle. Voilà, la conversion, c'est pas gagné. Puis vient le moment épineux de parler du problème de « on peut rester ou pas ?» Eh bien non, c'est reparti. Batou ne peut pas prendre une telle décision. Il les envoie donc au Grand Khan. Manqueux.
Parlons un peu de Monkey, que certains orthographient Mangu ou Monka ou Monku, mais vous comprendrez que la décence m'interdit de vous parler de Monku. Bref, accrochez-vous à vos slips, ça va être un chouïa compliqué. Comme je le disais, à la mort de Guyuk, fils de Gödei, troisième fils de Chinggis Khan, c'est sa veuve Arul Kaymish qui tient la régence et qui tente de maintenir la lignée de Gödei et donc de Guyuk sur le trône en proposant l'élection du grand Khan, soit son fils, celui qu'elle a eu de Guyuk, Kucha, qui est un petit peu trop jeune, soit un neveu de Guyuk qui s'appelle Chiramon. Mais tout ça, c'était sans compter Batu, le Khan de la Horde d'Or, fils de Jochi, premier fils de Chinggis Khan, qui est alors l'aîné des Chinggis Khanides restants, et qui surtout a quelques comptes à régler avec la lignée de Gödei. Guyuk voulait la mort de Batu, donc quand il meurt, Batu respire un grand coup et se dit qu'il vaudrait mieux ne pas laisser la famille de son ancien ennemi et le clan qui va avec au pouvoir. Il écoute donc la proposition de sa tante Sorgaktani, la veuve de Tolui, quatrième fils de Chinggis Khan, qui lui dit qu'il ferait mieux de mettre son fils à elle et à Tolui sur le trône. Monkey. Batu, qui est influent, organise donc un Kuriltai en 1250 où Monkey est élu. Sauf que ce Kuriltai est jugé caduc, déjà parce qu'il n'a pas eu lieu sur les terres sacrées mongoles, mais surtout parce que la moitié des grands chefs mongols n'y étaient pas, à savoir évidemment la lignée de Gödei, donc la lignée de Guyuk, et ses alliés, la lignée de Jagatai, le second fils de Chinggis Khan. Oui, c'est compliqué. Qu'à cela ne tienne, Batu demande à son frangin Berke d'organiser un second Kuriltai, qui n'est pas reconnu non plus, mais cette fois-ci on s'en bat les couilles. Le 1er juillet 1251, Monkey devient grand Khan à 42 piges. Et il commence par faire quoi? Par faire plaisir à son cousin Batu, en se débarrassant des grands chefs de la lignée de Jagatai, et surtout des grands chefs de la lignée de Gödei, à savoir Arul Kaymish, qu'il fait noyer dans un sac, et évidemment... Chiramon. C'est donc à la cour de ce Zozio que nos moines doivent aller, près de Karakorum, à près de 5000 bornes de l'ordre de Batu, bien plus que tout ce qu'ils ont déjà parcouru. En plus, l'hiver arrive, et c'est pas une soutane qui va les protéger de grand chose. D'ailleurs, effectivement, en Mongolie, Guillaume va arrêter l'habitude franciscaine de par exemple se balader pieds nus, parce que ses doigts de pied vont geler. On les couvre donc de fourrure à la mongole, et les voilà partis pour 3 mois et demi de cavale à plein régime, du 15 septembre au 27 décembre, pendant lesquels même Guillaume va douiller. Ce qui, heureusement, ne va pas l'empêcher de nous ravir de ses descriptions, réflexions, et même remises en question des légendes douteuses et des miracles inexpliqués qu'il entend, précisant toujours, quel que soit le sujet, s'il tient l'info de première ou de seconde main. Vous comprenez pourquoi on dit que son récit dépasse largement les autres, ou pas? En tout cas, malgré les épreuves, il semble ravi de continuer à crapahuter, Guillaume, ce qui ne semble pas être le cas de son compagnon Barthélemy de Crémone, qui lui en revanche chouine tout le temps. Il fait froid, j'ai faim, je suis fatigué, la tente est petite, le cheval c'est fatigant. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Rubrook parle assez peu de son compagnon, ça doit pas être facile à trimballer, un machin pareil. D'ailleurs, les seules fois où il en parle, c'est quand il fait une grosse connerie, comme par exemple la fois où il manque de se faire trucider par les Mongols, et où on lui interdit d'approcher à nouveau le Grand Khan, parce qu'il s'est pris les pieds dans le seuil de la tente du Grand Khan, ce qui porte particulièrement malheur. Bon, en même temps, ils sont parano, les Mongols, je veux dire, ils passent leur temps à fouiller tous ceux qui rentrent dans la tente du Grand Khan, même les moines qui lui sont familiers. Ils s'imaginent quoi? J'en ai l'impression, général. Pas encore aujourd'hui que vous pourrez prendre des vacances, mon petit Bob. Bref, enfin arrivé chez Monkey, le 27 décembre, près de Karakorum, Guillaume est étroitement interrogé par des secrétaires du Khan qui ne comprennent pas ce qu'il peut venir foutre ici, ne concevant, du haut de leur arrogance, qu'un seul motif possible, venir s'écraser comme une merde devant la puissance infinie du Grand Khan, ce qui agace un chouïa Guillaume qui est quand même venu pour sa foi. Ensuite, en attendant de les présenter au Grand Khan, on leur attribue une cahute qui convient parfaitement aux critères d'hospitalité mongole, à savoir qu'elle est tellement petite qu'ils ne peuvent ni tenir debout, ni ouvrir un bouquin. Mais ce n'est pas grave parce que, au miracle, ils trouvent une tente surmontée d'une croix, qui est en fait une chapelle, dans laquelle vit un moine arménien d'une grande humilité qui émeut beaucoup Guillaume. Du moins, c'est ce que Guillaume nous laisse croire pour le moment. En effet, ce moine, c'est un sacré personnage. Il s'appelle Sergius, et au milieu de ce récit qui commençait à devenir barbant, ne me mentez pas pour me faire plaisir, il y en a quelques-uns qui baillent au fond, eh bien, il est tout simplement pittoresque. En fait, c'est un escroc. Déjà, il n'est pas spécialement moine, mais bon, ça, c'est pas grave encore. Non, parce qu'il manque de tuer des gens qu'il essaye de sauver avec sa potion de rhubarbe contre laquelle Guillaume s'insurge, quand il ne dit pas clairement qu'il a tué un prêtre par ses prières parce qu'il lui faisait de la concurrence, il se fait faire des chapeaux extravagants pour ressembler à un évêque, il ment au grand Khan en prétendant qu'il peut faire venir le pape à Karakorum pour qu'il se soumette, il prétend avoir carrément converti le grand Khan, et en plus de tout ça, il prétend ne manger qu'un seul jour par semaine. Alors qu'en fait, il planque de la bouffe derrière l'autel de sa chapelle qu'il grignote à longueur de journée.
Il faut que je mange et puis les petites provisions. Gros, c'est filou. Non, petit filou. Mais enfin, le 4 janvier 1254, Guillaume est enfin reçu par le grand Khan. Évidemment, il arrive en chantant, comme d'habitude. L'entrevue ne se passe pas super bien, sachant que l'interprète est complètement bourré, et Moncke sur son estrade aussi. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir appelé mon cul finalement, parce que ça aurait fait mon cul sur la commode, ou presque. Bref, malgré tout ça, le Khan leur accorde quand même de rester 2 mois à sa cour, ce qui peut laisser penser qu'il y aura d'autres entrevues, même si Rubruk ne semble clairement pas la priorité du Khan, qui a d'autres chats à fouetter, même s'il est favorable au nestorianisme, mais sans plus. Donc bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Guillaume, mais c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que pendant tout ce temps, Guillaume va utiliser tous ses talents pour nous décrire la vie du grand campement du grand Khan, et toutes les rencontres qu'il y fait. Ainsi, il nous apprend, comme plan Carpin mais toujours plus détaillé, qu'à la cour du grand Khan on trouve de tout, des ambassadeurs venus des 4 coins de l'Eurasie et du Moyen-Orient, un campement entier de musulmans de tous les pays possibles, un campement entier de Chinois, etc., 2 mosquées, des pagodes, etc., etc. Il y a même des occidentaux, comme par exemple cette Lorraine qui s'appelle Pasca de Metz, ou encore l'orfèvre Guillaume de Paris, dont le fils d'ailleurs est interprète, ce qui va permettre de remplacer l'autre alcoolique d'Homodéi. Alors, vous me demanderez, que fout un parigot médiéval au milieu de la Mongolie? Eh bien, parti vivre en Hongrie, il a été enlevé par les Mongols à Belgrade, et il s'est retrouvé là. Et il est connu pour une fontaine en argent qu'il a faite pour le Khan, qui avait 4 robinets en forme de lion, qui déversaient chacun un alcool différent, le tout surmonté d'un arbre, lui-même surmonté d'un ange avec une trompette, qu'un homme à l'intérieur de l'arbre pouvait faire sonner pour qu'on remplisse les réservoirs de la fontaine. Voilà, on sort totalement du sujet, j'en ai bien conscience, mais je voulais quand même signaler l'existence de cette merveille d'orfèvrerie et d'ingéniosité qui rappelle que non, le Moyen-Âge, ça n'est pas que sombre et cracra. Voilà. Qu'est-ce donc cela, Moyen-Âge? Bref, en attendant d'être réauditionné par le grand Khan, qu'il aura entre-temps l'occasion de revoir en compagnie des prêtres nestoriens de sa cour, que Guillaume méprise du plus profond de son âme pour leur comportement paillard, alcoolique et pour leur ignorance, Guillaume fait sa vie, s'occupant comme il peut dans le camp, par exemple en brandissant de temps en temps un étendard chrétien fabriqué à la va-vite avec Sergius, surmonté d'une croix, et qu'il est particulièrement promené dans le camp des musulmans en chantant des psaumes. Il faut quand même savoir que Guillaume n'aime pas du tout les musulmans, sans doute depuis sa participation à la 7ème croisade, où il a dû en chier, en même temps personne ne lui avait demandé d'y aller, bref. Il va ensuite à Karakorum, en avril, où il va célébrer une messe pour les catholiques du coin, notamment les captifs, ce qui était quand même son but à la base, et il va même participer sur ordre du Khan à un grand débat théologique opposant musulmans, bouddhistes et chrétiens nestoriens, auquel il se joindra. Guillaume, adorant les défis, étant fin théologien et ayant un sens du spectacle comme personne, il est chaud patate. Il organise direct des répétitions avec les prêtres nestoriens qu'il peut toujours pas piffer, profitant d'ailleurs de l'occasion pour les ridiculiser en jouant lui le rôle d'un bouddhiste devant être convaincu par leur discours, qui s'avère être nul, ce qui lui permet ensuite de dominer le débat. Il est tellement chaud patate qu'il met en place des stratégies et tout. Les musulmans étant monothéistes, c'est déjà un bon début, c'est par les bouddhistes qu'il faut commencer. Et en effet, devant les arbitres choisis par le grand Khan, il va bourriner les bouddhistes dans une battle théologique qui va leur clouer le bec, et qui rendrait fier un autre célèbre franciscain qui, comme lui, aimait la joute verbale, le rire et se donner en spectacle. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. C'est d'ailleurs cette joute qui lui vaut l'honneur d'être reconvoqué chez le Khan le lendemain, le 31 mai, jour de la Pentecôte, en petit comité cette fois-ci, avec le moine bouddhiste avec qui il a débattu, mais sans les prêtres nestoriens. Preuve qu'il les a littéralement éclipsés la veille par sa performance. Moncke ayant donc eu vent des résultats de cette joute, il espère les faire venir pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, rappelant que, je cite, « Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, il a donné à l'homme plusieurs voix ». Et puis ensuite, il gourmande gentiment Guillaume en lui rappelant que, dans les saintes écritures qu'il prêche, il n'est écrit nulle part qu'il faille critiquer un autre homme, ce qu'il a un petit peu fait la veille face aux moines bouddhistes. En gros, bien vu. Le grand Khan lui fait ensuite part de sa décision de le renvoyer chez lui avec des lettres pour le roi Louis IX. Bon, il avait déjà essayé de lui refourguer des ambassadeurs mongols, mais intelligemment, Guillaume avait refusé, comme plan Carpin en son temps. Et désormais donc, il veut le renvoyer chez lui avec des lettres, parce que ça fait 6 mois qu'il gratte l'hospitalité. À la base, on avait dit 2 seulement. Guillaume, qui en effet se plaît bien ici, tente de le convaincre de rester, et à défaut de lui permettre de revenir. Ce à quoi le grand Khan répond qu'il sera ravi de l'accueillir à nouveau, mais si ses maîtres le lui renvoient. Seulement. Bref, du coup, Guillaume sort dépité de la tente du grand Khan, regrettant de n'avoir pas été un véritable ambassadeur, parce que les véritables ambassadeurs, eux, peuvent parler librement au grand Khan. Le commun des mortels ne peut que répondre à ce qu'il dit lui.
Comme quoi l'idée de Saint-Louis c'était peut-être un petit peu une connerie, mais on pouvait pas le savoir avant. Cela dit, Guillaume a quand même pété le game au début de l'entrevue, quand Monkey lui a tendu son bâton en disant « Ne craignez pas », comme dans l'évangile selon saint Luc, et que Guillaume a répondu tout bas en souriant « Si j'avais peur, je ne serais pas venu ici ». Bon, je ne vous assommerai pas avec son voyage de retour, qui à mon sens est moins déterminant que le reste, et que je vous laisse découvrir avec 1000 autres choses que je n'ai évidemment pas pu dire ici, comme par exemple la description qu'il donne de la médecine chinoise, ou le fait que, comme on pouvait s'y attendre, les lettres du roi Louis IX ont, au fur et à mesure, été plus ou moins mal traduites par des Arméniens peu scrupuleux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois arrivé en Terre Sainte, son ordre a jugé préférable de le boucler dans un couvent à Acre, histoire qu'il arrête de se balader à tout va. C'est là qu'il écrira le compte-rendu de sa mission pour le roi Louis IX rentré en France, son fameux voyage dans l'Empire mongol, sous la forme d'une longue lettre où d'ailleurs il supplie le roi de forcer son ordre à le laisser venir en France pour lui faire un compte-rendu plus oral. Et du coup aussi, il y précise que le mieux, c'est pas d'envoyer un mec genre juste un moine, c'est d'envoyer un évêque qui soit vraiment un ambassadeur, pour qu'il puisse dire ce qu'il veut, et surtout, avec un maximum d'interprètes. C'est mieux. Et c'est ainsi que s'achève cette merveille médiévale, au style si extraordinaire et en avance sur son temps, romanesque, drôle, mis en scène et infiniment intime, ce qui est très rare à l'époque et qui rend rétrospectivement les Polo et Plancarpin terriblement fades en comparaison. Alors dans ce cas-là, pourquoi ce texte a-t-il été aussi bien oublié? Eh bien sans doute parce que sa mission ne fut pas non plus un franc succès, comme on a pu le voir, mais aussi les hasards de l'édition, de l'imprimerie, de la traduction, de la copie, ont fait qu'il est passé à la trappe. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous conseiller cette version du texte, par Claire et René Kapler, qui en ont fait la meilleure traduction qui soit disponible à l'heure actuelle, et qui, en plus d'avoir fait ce taf extraordinaire, le précède d'une centaine de pages qui contextualisent tout ça, et qui explique cette terrible omission. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas une seule seconde, puisque c'est franchement la meilleure source médiévale que j'ai jamais pu lire. Au fil des pages, Rebrouck devient un véritable ami, dont on regrette qu'il n'ait pas pu faire d'autres voyages pour nous les raconter aussi bien que celui-ci. J'espère que cette première vidéo de la saison 2019-2020 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Alors, je suis moins présent qu'avant, c'est vrai, mais vous êtes plus nombreux à parler, donc c'est ce qui est à la fois cool et moins cool, mais bon, continuez à vous abonner quand même, c'est toujours chouette. Un énorme merci aux tipeurs qui m'avaient soutenu quand même cet été, alors que j'ai pas été très productif, donc vraiment un immense merci à vous. Si vous en avez les envies et les moyens, vous pouvez vous aussi me faire un don sur le site Tipeee, tout simplement. J'ai récemment publié sur Twitter, sur Facebook et sur l'onglet communauté de la chaîne une liste des sujets que j'aimerais aborder dans l'année, donc si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Ça peut largement évoluer, vous me connaissez, je fais des switches tout le temps. Je ne parlerai a priori plus donc de Marco Polo, tout ça, parce que parler de Marco Polo c'est chasser un fantôme, puisque contrairement à Rebrouck qui est quand même vraiment un auteur merveilleux, Polo il parle jamais de lui, donc tout ce qu'on peut faire c'est courir après un mec inexistant, donc c'est un petit peu chiant, donc je pense pas l'aborder. Enfin, je participe grâce à Hugo de Confession d'Histoire au projet de documentaire fiction Basiège 1219-2019, qui compte réunir a priori autant de bons comédiens que de spécialistes historiques, etc. du sujet, donc, mais aussi des reconstituteurs, des artisans, enfin il y aura tout, il y aura du beau monde, des tout ce que vous voulez, voilà. Donc je vais participer à ça, c'est un super projet, et ce projet a ouvert, certains d'entre vous le savent déjà, un crowdfunding sur KissKissBankBank, dont le premier palier était 6 000 €, qui a été atteint, c'est extraordinaire, merci à ceux qui ont participé, mais dont le véritable palier est 12 000 €, ce qui permettrait en fait de payer tout le monde. Donc si vous voulez y faire un tour pour soutenir un projet qui, à mon sens, va être super bien, n'hésitez pas. Sur ce, camarades, je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage, et on se retrouve le mois prochain, avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao.